l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. C'est un plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur Africa Télévision. Voici les titres de cette édition. Marc Ravalomanana risque une résidence surveillée. Il a été arrêté ce lundi à son retour à Antananarivo après près de 6 ans d'exil. Reprise des audiences du champion paraolympique, Oscar Pistorius sera bientôt fixé sur sa peine. Et la situation à nouveau tendue dans les rues de Hong Kong. Les contestataires accusent Pékin de faire intervenir la triade sur le terrain. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Il était en exil depuis près de 6 ans en Afrique du Sud. L'ancien président malgache Marc Ravalomanana est arrivé ce lundi à Antananarivo, mais il a été arrêté quelques heures après son arrivée. Selon le président malgache, Marc Ravalomanana a plutôt été mis en sécurité. Aux dernières informations, il risque d'être placé en résidence surveillée. Reprise ce lundi des audiences du procès d'Oscar Pistorius en Afrique du Sud. La justice doit se prononcer sur la culpabilité ou non du champion para-olympique et c'est donc aujourd'hui que le tribunal doit fixer sa peine. Le visage fermé, Oscar Pistorius sait que son avenir se joue cette semaine. Tout au long des audiences de ce lundi, il a fait preuve de contrition. Les comparutions étaient justement destinées à appuyer sa demande d'une peine modérée. Parmi les personnes interrogées, son manager ou encore sa psychologue qui a décrit un homme brisé. Je peux vous confirmer que son remords et sa douleur sont authentiques. Monsieur Pistorius souffre de stress post-traumatique et de troubles dépressifs importants, et cela a été confirmé dans les rapports psycholégaux. Il est certain qu'il aura besoin d'un suivi psychothérapeutique intensif. L'autre témoignage clé de la journée, celui d'un travailleur social attaché au service pénitentiaire sud-africain. Sur la base d'un rapport établi par ses services, il a proposé qu'Oscar Pistorius soit condamné à un simple travail d'intérêt général, 16 heures par mois pendant 3 ans, sous conditions strictes. L'accusé pourrait bénéficier d'une surveillance correctionnelle. C'est une option pour la sentence destinée à compenser le mal qui a été fait. Il aurait la possibilité de se restructurer et de modifier son comportement. Une proposition qui a suscité la colère du procureur Jerry Nell, qui l'a jugé choquant au regard de la gravité des faits. Oscar Pistorius, jugé coupable d'homicide involontaire, a toujours affirmé avoir tiré par erreur sur sa petite amie Riva Steenkamp le soir de la Saint-Valentin 2013. Les audiences doivent durer plusieurs jours. La peine d'Oscar Pistorius pourrait aller d'une simple amende à plusieurs années de prison ferme. Direction Niger à présent pour parler de cette célébration le week-end dernier dans la cité légendaire de Dosso au Niger de l'édition 2014 de la Journée internationale de la jeune fille, concordant avec les activités de la campagne mondiale Parce que je suis une fille, un projet de l'institution de l'organisation internationale Plan. La cérémonie a été parrainée par la présidente de la fondation, Guri Vimeyer. Sarki Aboubakar, Razak Abaché pour les détails. Le 11 octobre de chaque année, la Journée internationale de la jeune fille est au cœur de la campagne mondiale Parce que je suis une fille, initiée et pilotée par l'organisation internationale Plan. Pour lutter contre les violences faites aux filles, Plan Niger s'engage. C'est le thème retenu pour cette édition. Cette campagne s'inscrit dans une vision d'un monde dans lequel tous les enfants réalisent la plénitude de leur potentialité. Nous en sommes désormais tous conscients et convaincus que l'épanouissement des filles, leur éducation et participation et développement des nations constituent le gage d'un monde juste et équitable. Plan Niger, par ma voix, renouvelle une fois encore son engagement à poursuivre la dynamique actuelle
pour renforcer et consolider la mobilisation mondiale autour des droits des enfants. En convergence de vues avec Plan Niger, la Fondation Gourivi Meilleur s'engage dans cet élan dans l'optique d'une prise de conscience sur la situation des jeunes filles. L'initiative de Plan Niger, dénommée Parce que je suis une fille, qui constitue désormais une campagne mondiale en faveur de la promotion des droits des filles, contribue efficacement à résoudre ce problème de façon durable, car elle met un accent particulier sur la scolarisation et le maintien des filles à l'école. La célébration de cette journée dans la cité légendaire de Dosso a été mise à profit par Plan Niger pour récompenser les meilleurs élèves et leurs parents avec des kits scolaires et alimentaires. Pensons toujours aux jeunes filles, mais cette fois-ci en Occident. Et le départ des Françaises vers la Syrie pour faire le djihad devient de plus en plus source d'inquiétude pour les familles et les proches. Ces derniers vivent dans l'angoisse du non-retour. Aujourd'hui, ils ne peuvent montrer que quelques photos, les rares qui leur sont parvenues de leurs sœurs mineures disparues en Syrie. Alors que l'attention se porte sur les jeunes hommes recrutés pour le djihad, quelques jeunes filles, peut-être quelques dizaines, ont choisi le même chemin. En France, 2 frères acceptent de témoigner de la détresse de leur famille. Jonathan Ali Meheni est persuadé que sa sœur est maintenant retenue sous la contrainte. Elle ne dit pas qu'elle est déçue, elle dit qu'elle est bien là où elle est, qu'elle ne veut pas rentrer, que voilà, apparemment tout est beau là-bas. Je sais pas, je comprends pas. Aucune de ces filles ne semblait radicalisée avant leur départ, d'où le choc des familles. Fouad El Bati a fait le voyage jusqu'en Syrie pour retrouver Nora, sa sœur de 15 ans, mais n'a pas réussi à la ramener. On se réconfortait. Elle voulait plus me lâcher. Elle souvent me tirait très fort. Après je lui disais alors Habiba, tu reviens avec moi. Après elle commence à taper sa tête contre le mur, elle dit non je peux pas. D'après les témoignages, les jeunes filles sont souvent attirées par la promesse d'un travail humanitaire, puis sur place forcées au mariage. La sociologue Dounia Bouzar a étudié ces cas. Pour elle, tous les milieux sociaux et religieux sont touchés. Elle a lancé un centre de prévention de ces dérives. Quant à Jonathan Ali Meheni et Fouad El Bati, ils ont créé une page Facebook d'information et de soutien. Elle s'appelle crûment « Nos sœurs sont en Syrie et tout le monde s'en fout ». Je l'annonçais dans les titres, c'est un regain de tension dans les rues de Hong Kong ce lundi. Des heurts ont éclaté entre les manifestants pro-démocratie et des hommes masqués qui ont fait irruption. Les contestataires accusent les autorités de Pékin d'avoir envoyé des hommes de main de la mafia chinoise. Remontés à bloc, des centaines de contre-manifestants, masqués pour la plupart, arrachent les barricades des pro-démocratie. La police tente de s'interposer, mais ne parvient pas à empêcher les échauffourées. Il y avait un groupe de gens rassemblés là-bas. Ils ressemblaient à des gangsters, mais je ne suis pas sûre. Et c'est là qu'un autre groupe de manifestants, cette fois, a essayé de prendre des photos, car ils pensaient qu'ils allaient passer à l'action. Donc ils ont pris des photos, et le groupe de ceux qui ressemblaient à des gangsters a commencé à courir dans leur direction, et l'un d'eux a frappé violemment un vieil homme à la tête. Les contre-manifestants ont été rejoints par des chauffeurs de taxi en colère, lassés de voir la circulation bloquée à Hong Kong. Le ras-le-bol est partagé par de nombreux habitants. L'activité de la ville est fortement ralentie depuis plusieurs semaines. Mais selon les contestataires, les anti-manifestations sont surtout des fauteurs de troubles qui cherchent à discréditer leur cause. Certains pointent du doigt directement la mafia chinoise et des agents envoyés par Pékin. De son côté, le chef de l'exécutif hongkongais a ordonné la levée des barricades. Il n'a aucune intention de céder aux manifestants. Je ne démissionnerai pas. Je n'ai pas besoin de le faire. En fait, je partage l'avis de la plupart des citoyens. Nous pouvons faire avancer le suffrage universel pour les élections du chef de l'exécutif de 2017 dans le respect de la loi fondamentale et des décisions du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire. Depuis l'annulation des pourparlers entre le pouvoir et les étudiants la semaine dernière, la situation est dans l'impasse. Mais les pro-démocraties restent plus que jamais déterminés à obtenir gain de cause. La suite de l'actualité à présent, en bref et en images, rassemblées, commentées pour vous ce soir par Djibril Amaïga.
30 personnes sont mortes ce lundi matin dans un accident de la route en Haute-Égypte, impliquant 3 minibus dans la province d'Aswan. L'accident qui a eu lieu à 10 km d'Edfou, dans le nord de la province d'Aswan, à près de 930 km au sud du Caire, a également fait 15 blessés et aurait été causé par un excès de vitesse. Le secrétaire d'État américain John Kerry a insisté ce lundi en Égypte sur la nécessité de garantir la liberté d'expression lors d'une rencontre avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Le chef de la diplomatie américaine était venu au Caire pour assister dimanche à la conférence des donateurs qui ont promis une aide de 5,4 milliards de dollars pour la reconstruction de la bande de Gaza. Le bilan de l'attentat à la voiture piégée qui a visé dimanche un café à Mogadiscio s'est alourdi à 13 morts, a déclaré le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, imputant l'explosion aux islamistes Shebab. L'explosion a eu lieu devant un café de la rue Maka al-Mourama, l'une des principales de la capitale somalienne qui mène au cœur du quartier des ministères et où siège le gouvernement. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la communauté Bodo contre Shell. Les pêcheurs nigérians Bodo avaient porté plainte devant la Haute Cour de justice de Londres contre le pétrolier anglo-néerlandais pour des pollutions dans le delta du Niger en 2008 et 2009. La Cour de Londres devrait juger l'affaire l'année prochaine, à moins qu'un accord de compensation ne soit trouvé entre les deux parties. Mais les avocats de Bodo accusent Shell d'essayer de forcer la main aux plaignants et la justice britannique leur a donné raison. C'est un Français qui remporte le prix Nobel de l'économie. Il s'appelle Jean Tirole, président de l'école d'économie de Toulouse. C'est le 3e Français couronné dans cette catégorie. À l'université de Toulouse, les élèves et les collègues de Jean Tirole accueillent le nouveau prix Nobel. L'économiste, figuré parmi les favoris depuis plusieurs années, mais lui est encore sous le coup de la nouvelle. Je suis vraiment très ému de votre présence ici et puis évidemment de ce qui m'arrive. Je dois avouer que je n'ai pas encore mis pied sur terre, retrouvé la terre depuis le coup de téléphone de Stockholm. En tout cas, c'est quelque chose d'assez extraordinaire et j'en suis vraiment très heureux. Après Polytechnique et les ponts et chaussées, Jean Tirole fait un doctorat d'économie au MIT aux États-Unis et arrive à Toulouse en 1991. Là, il fonde l'Institut d'économie industrielle et 23 ans plus tard, la prestigieuse Académie suédoise choisit de récompenser ses travaux sur les monopoles et la régulation. Seuls 2 Français avaient reçu cette distinction avant lui. Jean Tirole succède à 3 Américains. Je trouve que c'est intéressant que le prix Nobel rende justice à l'école française des ingénieurs économistes, qui était un peu oubliée depuis quelques années, parce que le prix Nobel c'est important, l'économiste a de l'influence sur les décisions politiques. C'est un clin d'œil que le jury Nobel adresse à la communauté mondiale des économistes pour montrer que les Français ont également des choses à dire. Plus qu'un clin d'œil, sur Twitter, le Premier ministre Manuel Valls a félicité le lauréat, parlant d'un pied de nez au French bashing. Aux États-Unis, c'est le renforcement des mesures de sécurité sanitaire autour de la maison de l'infirmière infectée par le virus de l'Ebola au Texas. Et selon le directeur du Centre de contrôle des maladies, il est probable qu'il y ait de nouveaux cas d'infection à virus Ebola dans les prochains jours. Le village artisanal de Soumbedioune, jadis fleuron de l'artisanat au Sénégal, vit ces derniers temps des jours assez difficiles entre la fuite de la main-d'œuvre, l'enclavement, la concurrence chinoise. L'artisanat ne fait bien sûr plus en plus rêver. Louise Tina Sagna, Souleymane Anne, Antoumar pour les détails. Le village artisanal de Soumbedioune, confiné dans une superficie de 300 mètres carrés, sculpteurs, peintres, potiers, bijoutiers, cordonniers et plasticiens y exposent leur savoir-faire. Situé sur la corniche ouest, en bordure de la plage de Soumbedioune, le village vit des jours difficiles. Les visiteurs se font rares. Ici, l'art ne nourrit plus son homme. Un sculpteur qui fait son métier, qui sculpte, qui met sur son étalage et qu'il n'y a personne qui le visite, même les locaux ne viennent pas en fait. Ça, c'est un problème pour nous. C'est un problème, c'est vraiment un problème. En tout cas, particulièrement au niveau du village artisanal de Soumbedioune, nous on a un grand problème par rapport à la visibilité. Avant, quand le tourisme marchait bien au Sénégal, il n'y avait pas de problème.
pour écouler notre marchandise. Mais maintenant que c'est vraiment difficile, que les touristes ne viennent plus, nous, on peut rester une journée, 2 jours, une semaine, voire un mois sans être visité. Vraiment, pour dire la vérité, le métier nourrit plus son homme. Sculpteur de formation et propriétaire de galerie, Moulay sort du lot avec un esprit d'innovateur. L'artiste se démarque et cherche à moderniser son art. Moi, je fais de la vaisselle en fait. J'innove un peu ce qui est l'artisanat sénégalaise. Je peux montrer vraiment je peux montrer qu'on peut labelliser en fait l'artisanat. À travers l'artisanat, on veut innover. Pour montrer que l'artisanat c'est beaucoup plus large que ça. Les statues, les masques et tout. Moi, je suis spécialisé maintenant dans la vaisselle, dans l'intérieur de la maison. Tout est artisanal et tout est fait à la main et on essaie de labelliser en fait dans l'artisanat. On révolutionne un peu l'artisanat. Un temple de l'art dans toute sa splendeur, le village offre une panoplie de souvenirs qui ne vous laisseront pas indifférents. On y trouve des tissus africains, des tableaux, des fétiches, des masques et plein d'autres objets qui feront votre bonheur. Et du sport pour poursuivre, l'actualité sportive est dominée sur le continent par les matchs de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2015. À Bamako, le Mali reçoit ce mercredi l'Éthiopie, soit 4 jours après sa victoire 2-0 à Addis Abeba face à cette même formation des Walia. À 48 heures du coup d'envoi de ce match, nos reporters Yacouba Dansoko et Sekou Doumbia ont recueilli les impressions des Aigles du Mali. Tous les Maliens étaient contents de cette victoire en Éthiopie, donc la moitié du chemin a été fait. Donc si on arrive à gagner mercredi, on sera encore plus content et ce sera un grand pas vers la qualification. C'est une fierté et un honneur pour moi de porter le brassard ici à Bamako. J'espère que ça se finira par une victoire. Écoutez, c'est un match, je pense qu'il va être décisif pour la qualification. Va falloir le prendre avec sérieux, le préparer vraiment avec beaucoup de sérieux, beaucoup de détermination, parce que ça va être un match, je pense, très difficile. Ils vont vouloir être revanchards et nous, il va falloir qu'on soit vraiment prêts pour répondre à cette équipe d'Éthiopie. C'est vrai qu'on a gagné 2-0 là-bas. Mais voilà, là ça sera un tout autre match. Il va falloir répondre présent, que ce soit dans les duels, dans la finition, et voilà, surtout ne pas prendre de but. Ils ont prouvé sur le terrain, et ils ont montré sur le terrain cet état d'esprit de vaincre. Je crois qu'il faut arriver à avoir et puis confirmer cet état d'esprit. On est dans une période actuellement que ça marche, c'est bien, les jeux, l'équipe, on voit qu'elle est au progrès, donc à nous profiter, et puis surtout, il faut confirmer cette victoire, match aller. Et sport toujours, le Mali jouera mercredi à partir de 18h, temps universel, contre l'Éthiopie. Sans Seydou Keita, qui est blessé au mollet. Le capitaine des Aigles revient sur cette blessure, et c'est donc au micro de nos reporters Yacouba Dansoko et Sekou Doumbia. Même si pour marcher correctement ça fait mal, c'est normal parce que c'est un problème musculaire. Mais bon, je vais pas dire que je suis content, mais bon, j'ai quand même eu beaucoup peur parce que je pensais vraiment que c'était une déchirure. Et ça m'avait vraiment fait peur. Mais bon, on a fait l'échographie hier ici à Bamako avec les docteurs. Et ça montrait que c'est juste une élongation pour une dizaine de jours. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.